Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Bonjour, mon cher Philippe David. Bonjour, Cécile de Ménibus. Comment ça va bien? Tendu comme un string. Et j'attends 21h avec impatience. Et pourquoi? Oh là là, mais bien sûr, football. Oui, Borussia Dortmund PSG au Signal Iduna Stadion. Une ambiance de feu. Je sais pas, je sens que Mbappé... devant la télé, oui, parce que le temps d'aller à Dortmund, là, c'est pas possible en sortant de studio à 20h. Même en avion, on n'y arriverait pas. Mais je vois que Philippe Bilger est déjà chaud patate. Je disais, vous y serez devant la télé. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, évidemment. Bon, toi, à un moment donné, mais quand ma blondeur ne va pas jusque-là. Les voisins savent que je suis devant la télé en général. Ils s'en rendent compte. Je sens que Mbappé... ça pourrait m'arriver. Selon ce qui se passe, ça pourrait m'arriver. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite la bienvenue. Ce numéro de téléphone que vous connaissez, le 0826 300 300, vous pouvez en user et en abuser à loisir avec Aude qui est avec nous. Elle est le sommaire de cette émission. Jusqu'à 19h, le grand débat du jour, 17h30. Pour les syndicats, les JO 2024 sont un puissant levier de négociation salariale. Rappelons la forte pression syndicale à l'occasion de la Coupe du Monde, c'était en 98. Pour éviter tout mouvement social, l'État, la SNCF ou l'aérien ont déjà passé des accords sur l'impact du recul légal de départ à la retraite, la revalorisation des salaires et puis les primes. Alors parlons vrai, craignez-vous un conflit social majeur au moment des Jeux Olympiques? Est-ce que le gouvernement doit lâcher du lest ou au contraire ne rien céder? Est-ce que les salariés des entreprises publiques qui vont être les grands bénéficiaires de ces grèves plutôt que ceux du privé, puisque eux n'ont pas de pouvoir de blocage? Et à cette question, les syndicats ont-ils raison de profiter des Jeux Olympiques comme levier de négociation pour obtenir des avantages? Vous dites oui à 52%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, un syndicaliste, Axel Persson, sera avec nous, secrétaire général de la CGT et cheminot de Trappes et de Rambouillet. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. Plusieurs secteurs et entreprises annoncent expérimenter la semaine des 4 jours. Travailler moins pour travailler mieux, disent certains. D'autres préfèrent faire 1 heure de moins dans la journée. Autre mutation aussi depuis 2020, c'est le télétravail qui s'est imposé, même si certaines entreprises cherchent désormais à le limiter en craignant que cela nuise à la cohésion d'équipe. Alors parlons vrai, travail peut-il rimer avec bonheur? Est-ce que la principale valeur du travail, c'est le salaire? Avec le temps, est-ce que vos conditions de travail se sont améliorées ou se sont dégradées? Et à cette question, faut-il repenser le travail en France? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parlera avec Jean-François Amadieu, sociologue et professeur à l'université de Paris 1. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Mister Perfect, j'ai envie de dire, Philippe Bilger est avec nous. Je constate avec un peu de désarroi qu'on a confectionné un programme personnalisé pour Olivier d'Artigol aujourd'hui. Oui, il y a du social. Hein. Oui, pour le 1er mai surtout, Philippe Bilger. Ça arrive une fois par an. Oui, mais franchement, il y a de l'abus. Hein. Et cette année, ça tombe un mercredi, vous êtes là le mercredi, ça tombe bien. Oui. On a déplacé le 1er mai pour que vous soyez là, en fait. Merci. Ça devait tomber un mardi, on s'est dit non, faut que ce soit un mercredi. Voilà, c'est comme ça. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Bon, ça va, Olivier d'Artigol? Bonsoir, je vois très bien. Grande forme. Mais d'où vient ce petit bronzage là? Vous avez la joue rosée, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû prendre le soleil du sud. Non, vous faites du point soleil, je vous l'ai dit hors antenne. Mais vous étiez de la cabine à côté, non? C'était Ah, c'est intéressant. Blague de CM2, bravo. Bernard Cohen-Haddad est avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour. Bienvenue, président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel, auteur du livre L'avenir appartient aux PME, publié chez Duno. On vous souhaite la bienvenue, un tout nouveau, tout jeune. Vous avez votre cartable avec votre trousse? C'est comme ma première communion, si ce n'est que je ne l'ai pas faite. Mais ça fait toujours du bisoutage. L'abbé David pourra... Je vous donnerai ma bénédiction. Je ne sais pas si je vais rester là. Il y en aura pour vous aussi, Philippe. Vous êtes le pape des vraies voix. Vous inquiétez pas. Avec des auditeurs toujours aussi sympathiques. Et Sébastien est avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. De Strasbourg, ça va vous faire plaisir, Philippe Bilger. Ah, bien sûr. Voilà, c'est de votre côté. Bon, je le laisserai gagner. C'est votre région. Sébastien, de quoi parlons-nous dans quelques instants? Je voulais réagir sur la récupération par rapport au meurtre de l'adolescent. Vous bougez pas, on en parle dans un instant. En attendant, on écoute votre message sur le répondeur 0826 300 300.
Oui, bonjour. Pour Glucksmann, je comprends les gens de Saint-Etienne sont des gens qui ont souffert. Il y a des milliers de licenciements avec Casino. Glucksmann, il est complètement hors sol par rapport à ces gens-là. Il veut juste avoir un marchepied pour être en Europe et puis il va gagner grassement sa vie en disant qu'il bosse énormément. Pas du tout, parce que la plupart des parlementaires, j'aimerais bien savoir s'ils sont tous présents au Parlement européen à Strasbourg, Bruxelles et tout, puis pourquoi pas Tataouine. Mais c'est l'exemple même du népotisme Glucksmann. Et voilà, ce sont des marchepieds entre grands bourgeois qui s'en sortiront toujours. Et la France d'en bas, elle en a ras-le-bol. Elle ne peut plus respirer, ces gens-là. Voilà. Merci. Alors évidemment, on ne peut que condamner ce qui est arrivé à Raphaël Glucksmann, qui a dû être extrait parce qu'on lui a envoyé de la peinture dessus. Mais est-ce que ce que dit notre ami au répondeur, c'est pas Sébastien, non, il n'a pas laissé son prénom. Est-ce que c'est pas finalement les deux gauches irréconciliables, la gauche ouvrière, on va dire, de Saint-Etienne où les mines ont fermé, etc. C'est pas les ouvriers qui dégagent Glucksmann. Non mais il dit Saint-Etienne, c'était une ville ouvrière qui a souffert, etc. Les deux gauches irréconciliables, on va dire la gauche bobo versus la gauche prolo. Mais comme notre auditeur a largement sermonné Glucksmann, moi j'ai envie de le défendre. Je trouve que il dirige bien la liste européenne pour les socialistes. J'allais presque dire, si le socialisme c'est Glucksmann, au risque d'offenser Olivier d'Artigol, je pourrais me retrouver à gauche. Parce que c'est un homme, j'aime bien, comme tout immature en politique, je suis beaucoup plus sensible à la forme qu'au fond. Et aux personnalités, j'ai toujours beaucoup aimé Olivier d'Artigol en dépit de son programme. C'est ça. Le programme qu'il ne connaît pas, mais bon, ça ce n'est pas grave. Ce programme, il a piscine à 18h. Philippe Bilger est aujourd'hui à gauche, ça veut dire que la gauche a des perspectives assez heureuses pour les années qui viennent. Je suis en total désaccord, on peut le dire, oui, on peut le dire avec notre auditeur, pour deux raisons. D'abord, factuellement, ce n'est absolument pas, j'allais dire, la classe ouvrière qui dégage aujourd'hui Glucksmann. La violence politique n'a pas sa place dans une manifestation du 1er mai comme nulle part. C'est tout simplement une extrême gauche que je connais trop bien, qui a pourri les manifestations du 1er mai depuis pas mal d'années aujourd'hui, qui aujourd'hui, non pas en solidarité à la Palestine, mais souvent en soutien au Hamas, mène un combat totalement contre-productif. Je suis pas d'ailleurs, je pense que la séquence sera plutôt favorable à Raphaël Glucksmann. Parce que l'image est déplorable, et moi on va en parler certainement lors de notre émission. Je suis un peu en colère parce que ça fait pas mal de 1er mai où au final il est question de beaucoup d'autres choses que des revendications du mouvement social, et notamment du sujet principal, quoi est fait le travail. Voilà, Bernard Cohen-Haddad. Oui, moi je me demande si c'est les idées de Raphaël Glucksmann ou c'est le fait qu'il s'appelle tout simplement Monsieur Glucksmann. C'est ça aussi peut-être le problème. Ça dérange un peu les islamo-gauchistes, ceux qui n'acceptent pas qu'on ne pense pas comme eux. Et moi, je partage pas du tout. Alors, c'est pas un secret de Polichinelle, les idées de Monsieur Glucksmann, mais peut-être dans la gauche, il apporte un peu d'intelligence, de pensée et de réflexion. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui se comportent comme cela, parce que quand même, cher Philippe, la violence dans le débat public, c'est insupportable. La violence contre les hommes ou les femmes, quand on n'est pas d'accord, y compris quand on gifle un président de la République, quand même. On est bien d'accord. Moi, ça me choque en démocratie. Ah ben on est entièrement d'accord. Et là, je suis pas du tout d'accord. Je crois qu'il faut un minimum de respect du débat public, relever, comment dirais-je, la hauteur. Et c'est vrai que là, on est au niveau de Monsieur Boyard ou Madame Panot, donc ça vole vraiment pas haut. Allez, on retourne au standard avec Sébastien aujourd'hui. Justement, vous évoquiez Raphaël Glucksmann, vous aussi à Saint-Etienne. Non, vous êtes à Strasbourg. Non, c'est l'autre. Non, Glucksmann à Saint-Etienne. Ah oui, pardon. Non. Et vous voulez parler de la récupération suite au tour de table de Françoise de Gouay hier. Exactement. Et moi, ce qui me révolte et ce qui vient, c'est qu'en fait, que tout le monde ne fasse pas de la récupération, parce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres de 15 ans qui décèdent, ça concerne tout le monde et ça devient un fait de société. Ça s'accumule, il y en a de plus en plus, et ça devient un gros problème. Ça, il va falloir le régler, pas cibler spécialement une communauté ou quoi, mais comprendre qu'une certaine immigration pose un problème et ça devient général et c'est pour tout le monde. Et c'est pas spécialement l'individu qu'il faut cibler, c'est de comprendre que ces personnes là viennent d'une société où eux vivent la violence et le danger depuis tout petit et qui connaissent que ça comme réponse. Donc ils peut-être se rendre compte qu'ils sont pas compatibles immédiatement dans notre société à nous où on n'a pas l'habitude de réagir de cette manière-là en premier abord. Eux si, ils vivent avec ça depuis. Ils connaissent que ça.
Ils vivent dans un pays, ils viennent d'un pays où ils ne connaissent que la violence. Ils n'ont que ça comme réaction. Donc c'est à la fois ils sont victimes de là d'où ils viennent aussi. Donc il faut comprendre ça aujourd'hui dans notre société et arrêter de faire venir des milliers de personnes et de les lâcher comme ça sans aucun suivi, sans aucun accompagnement. Je rejoins en grande partie le point de vue de notre ami strasbourgeois. Bien sûr, il est naturellement proche de la raison, mais en réalité, je partage d'autant plus son point de vue que j'ai eu le même hier. Oui. Et je crois qu'il dit bien que quelle que soit une tragédie personnelle avec un père dont la réaction est digne, mais qui n'est pas aveugle non plus. Quand on lit bien sa déclaration, il dit que son fils a eu de mauvaises fréquentations. Ça dépasse le stade intime et familial pour permettre une réflexion collective, quelle qu'elle soit. Olivier d'Artigol. Oui, moi je suis un peu prudent à ces grilles d'analyse parce que ça voudrait dire que derrière tout réfugié afghan qui quitte quand même un pays où il y a un certain nombre de difficultés se trouverait potentiellement un agresseur. Quid des affaires terribles qu'on a pu vivre au cours des derniers mois qui n'impliquent que de bons Gaulois, où là aussi il y a pu avoir de l'ultra-violence. Donc je fais attention à tout ce qui peut essentialiser, à tout ce qui peut réduire un individu, si ce n'est à sa nationalité, tout au moins à sa région d'origine. Bernard Cohen-Haddad. Je ne sais pas si c'est de la récupération, comme le dit Sébastien, c'est sans doute de l'empathie de tout le monde, de tous ceux qui sont des républicains, qui veulent vivre en tranquillité dans leur ville, autour de chez eux, quand on a des enfants qui vont à l'école ou qui font des études ou tout simplement qui sortent. Parce qu'ils ont le droit de sortir, pas ceux qui sont en dehors des couvre-feux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette préoccupation, moi je la partage, de savoir lorsqu'on a un enfant qui rentre le soir, est-ce qu'il va rentrer en bonne santé ? Et je pense que c'est normal, effectivement, qu'on attire aussi l'attention d'une certaine volonté de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Et puis, il n'est pas normal que certaines communautés, il faut quand même le reconnaître, dépassent les bornes et n'aient pas les mêmes valeurs que nous. Et là-dessus, il faut aussi être assez ferme. C'est lié, mais là, Philippe, ça beaucoup mieux que nous, à tout simplement la pénalisation des mineurs et ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire en sorte qu'un certain nombre des mineurs soient responsables de leurs faits. Effectivement, de toute façon, c'est des sujets qu'on a déjà traités. Merci beaucoup, Sébastien. Vous restez avec nous jusqu'au qui c'est qui l'a dit. Bien entendu, c'est le moment où tout est permis. Avec Olivier d'Artigol aujourd'hui, donc là, c'est du lourd. Oui, attendez, voilà, exactement. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Regardez, j'ai fait 12. J'espère qu'il donnera un bon exemple à notre ami Bernard. Mais regardez, quand on parle de vous avec Philippe, on fait... Et qu'il n'y aura pas de fraude, surtout. Voilà, c'est ça. Pourquoi on dit ça en regardant ? Mais vous le savez. Vous savez, exactement, vous savez. Et c'est pas la peine de vous regarder parce qu'on sait tout ça. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. Que les républicains ne nous rendent pas le soutien trop difficile. On en parle dans un instant. Vous souhaite la bienvenue. C'est mardi, on est mercredi. Déjà, on est le 1er mai. Ben, on vous souhaite un bon 1er mai. Ça démarre bien. Tout de suite. Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec une concentration minime puisque ce soir il y a du football. Alors allez, vas-y, ça commence les pronostics. Philippe David. Allez hop. Je vais mouiller 2-1 pour le PSG. Donc j'annonce que ça ne sera donc pas le résultat. 2-1 pour le PSG, pour Philippe David et Philippe Bilger. Avec vous, François d'Artigol, n'importe quoi. Olivier d'Artigol. Vous avez créé une créature un peu... Olivier Hollande. 2-3 pour pas PSG qui gagne 3-2 alors. 2-3. Pour qui 2-3, si ça joue à Dortmund, c'est 2 Dortmund, 3 PSG. Ah oui. Bernard 2-1 et plus si affinité, si Mbappé est en super forme. Ah oui, d'accord, avec des conditions. Vous voyez que je sers de modèle. S'il y a match nul, allez. Félix Mathieu, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on ? Et vous, on n'a pas votre pronostic ? Le mien, il sera celui du gagnant. Et mon pronostic, c'est qu'on va parler de la fête du travail dans quelques instants. On va parler de Raphaël Glucksmann aussi, qui s'est fait exfiltrer du cortège parisien. Et puis de Marion Maréchal et de Jordan Bardella, qui rendent chacun hommage à Jeanne d'Arc. Tiens, comme naguère un certain Jean-Marie Le Pen. En 3 mots, ça donne manifestation, exfiltration et captation. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger, il n'y a pas de rolling IFOP fiducial pour Sud Radio ce soir, mais vous n'êtes pas si optimiste que ça pour les Républicains ou l'Européenne. Ça n'est pas un secret. J'aime beaucoup François-Xavier Bellamy. Je continue à penser que c'est un homme très intelligent, très délicat, mais qu'il a du mal à trouver le ton partisan qui convient. J'ajoute
que je commence à m'inquiéter quand je vois Marion Maréchal, qui a beaucoup de talent, se rapprocher de François-Xavier Bellamy. Ils sont pratiquement très proches. Ils sont à un point d'écart. Sur le plan politique, entendons-nous. Et sur le deuxième point, j'ai vu à quel point la liste des Républicains a été composée d'une manière un peu erratique, un peu au gré des connivences, des affinités, des complicités, des exclusions. Ça me fait très peur pour le résultat final des européennes. Au-delà des questions politiques, j'ai envie de dire idéologiques, il est assuré que M. Bellamy fait de la politique sérieusement et qu'il traite sérieusement de sujets sérieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise ses dossiers, qui a une approche rigoureuse du débat politique, qui a pu au Parlement européen faire avancer des sujets que d'autres récupèrent après médiatiquement, alors qu'ils ne sont pour rien dans la manière dont ça s'est passé dans l'instance européenne. Mais cette fois-ci, comme la fois d'avant, il ne se passe pas quelque chose le concernant en termes d'incarnation, de leadership, et je trouve qu'il n'est pas véritablement aidé par sa famille politique et par les grands chapeaux à plumes de sa famille politique. Bernard Cohen. Il est d'autant moins aidé qu'on ne voulait pas de lui. Bernard Cohen. Moi, je pense que c'est un bosseur. Il a bossé au Parlement européen. Il est porteur aussi de grandes idées. Je crois que, y compris pour un renouvellement de la droite. J'ai vu aussi la sortie de Valérie Pécresse et ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire qu'on va faire moins de 5%, cette liste, en tous les cas. Et puis je crois que surtout que cette liste, au-delà des querelles de pousse-toi que je m'y mette, manque d'un effet waouh. C'est quand même pas waouh. C'est un peu lisse, ouais. Ouais, c'est un peu lisse, c'est sérieux, c'est professionnel, mais c'est pas tentant. La deuxième est très bonne, mais vous avez raison, Bernard. Bon. Allez, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et ce sera moins lisse. Oh, mais qui font waouh. Manifestation, exfiltration et captation, en plus ça rime. Un jour de manifestation pour la fête du travail. Raphaël Glucksmann a été exfiltré du cortège de Saint-Étienne après des jets de peinture, de canettes et des invectives. Le chef de file socialiste aux européennes y voit un signe de frustration de la France insoumise. Et puis Marion Maréchal de Reconquête s'incline devant Jeanne d'Arc, comme naguère le FN de son grand-père les 1er mai. Alors Jordan Bardella y va lui aussi de son hommage à la pucelle pour éviter la captation d'héritage. Les vraies voix Sud Radio. 200 000 manifestants dans toute la France, selon la CGT, dont 50 000 à Paris. La police en a compté 18 000 pour ce qui est de la capitale. Pour les salaires, pour la paix, contre l'extrême droite, les mots d'ordre de ce cortège du 1er mai étaient un peu disparates, plus que l'an dernier, en tout cas en pleine réforme des retraites. Dans le cortège parisien, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a ouvertement évoqué les échéances politiques à venir, les élections européennes de juin prochain. Il faut faire barrage à l'extrême droite et à ces idées racistes, xénophobes, réactionnaires qui menacent nos démocraties aujourd'hui en Europe. Donc, pour résumer, notre mot d'ordre, c'est ni l'Europe des actionnaires, ni l'Europe des réactionnaires. Il faut voter le 9 juin prochain pour gagner une Europe des travailleuses et des travailleurs et faire en sorte que nos aspirations soient enfin prises en compte. Sophie Binet de la CGT avec Aurore Mésange et Greg Ozan de l'agence France Presse. Des tensions ont éclaté en tête de cortège avec une camionnette incendiée, des devantures et des commerces, des abribus aussi dégradés. La police a interpellé une vingtaine de personnes. Philippe Bilger. Cette manifestation... Ça m'étonne pas. On ne parvient même pas à avoir une manifestation sans enjeu fondamental, sans violence. C'est extravagant. La France, Glucksmann disait... Il n'y a pas des démocrates, mais partout il n'y en a pas. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui dans les cortèges en France et en Navarre, je pense à Pau, des travailleurs du privé et du public qui sont allés au 1er mai sans violence, avec leurs revendications, avec les sujets qui les préoccupent concernant leur lien au travail. Et que de tout cela, médiatiquement, il n'en sera donc absolument pas question. Il n'y a pas un cortège à Paris depuis des années sans dégradation de lieux publics, de commerce. C'est malheureusement
une réalité hebdomadaire, puisque toutes les semaines, il y a des manifestations à Paris. Une fois plus, on voit bien la faiblesse des services d'ordre, parce que ces belles manifestations sont quand même des belles manifestations, elles sont encadrées, avec toujours des black box et de ceux qui veulent détériorer, l'image de ces manifestations. Mais là, c'est le problème des organisateurs. Non. Quoi, non? Les services d'ordre des organisations... Non, si. Pourquoi? Non, mais je parle de l'heure. Pardon. Les services d'ordre des organisations syndicales ont pour mission de sécuriser les gens qui viennent manifester. Ils ne peuvent pas remplacer la police régalienne qui, eux, devraient empêcher les black blocs ou les violents de se mettre en place et de se greffer au cortège. Les militants du service d'ordre ne sont pas formés pour faire face aux black blocs. Oui, réponse rapide. Non, mais la police, on peut pas toujours dire que la police doit tout faire compte tenu des limites qui sont les siennes au niveau des interpellations aussi. Très bien. Allez. Un débat. Vous avez vu, c'est tenu, un débat tenu. Allez, deuxième mot, l'exfiltration de Raphaël Glucksmann du cortège de Saint-Étienne. On vous entend, messieurs. Le candidat est tête de liste PS Place Publique visé par des jets de peinture, de canettes, par des invectives. Raphaël Glucksmann s'en est directement pris à la France Insoumise après son exfiltration du cortège stéphanois. Il y avait le drapeau de Révolution Permanente et de la France Insoumise. Donc voilà, ces gens ne sont pas des démocrates. C'est pas nos amis, ce ne sont pas nos camarades et ils font beaucoup de tort aux travailleurs et à la cause du progrès social. C'est une réaction de frustration aussi parce que la dynamique est chez nous, pas dans les mouvements extrémistes. Ils ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout. Alors que on a une extrême droite à 40%, 80% de leurs tweets à l'AFI sont consacrés à Raphaël Glucksmann et à la liste socialiste Place Publique. Ils ont choisi leur adversaire. Nous, notre adversaire, ça reste Jordan Bardella. Nous, notre adversaire, ça reste la montée de l'extrême droite. Raphaël Glucksmann au micro AFP de Marine. L'esprit est décidément ambiance à gauche. Ce matin, c'est le chef de file communiste aux européennes, Léon Desfontaines, qui disait chez Jean-Jacques Bourdin tout le mal qu'il pense de la France insoumise en ce moment. Sur la question palestinienne. La France insoumise méprise aujourd'hui la revendication des peuples palestiniens lorsqu'elle entretient une confusion sur la solution à 2 États. Lorsque j'entends Madame Obono nous dire que le Hamas est une force de résistance palestinienne. Quand j'ai lu le communiqué de la France insoumise du 7 octobre qui juge que le Hamas est une force armée de la Palestine, ce n'est pas vrai. Le Hamas est une force d'asservissement du peuple palestinien. Ce n'est pas une force de résistance, c'est une force terroriste, islamiste, qui veut mettre en place un califat dans le Proche-Orient et qui veut rayer Israël de la carte. Ce n'est pas une solution de paix, le Hamas. Et donc moi, aujourd'hui, j'en veux aux dirigeants de la France insoumise qui ne sont pas clairs sur ces propos-là. Léon Desfontaines du PCF au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Enfin, troisième mot, captation. Marion Maréchal s'est rendue à Don Rémy-la-Pucelle aujourd'hui pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Allusion assez claire à cette ancienne tradition du FN Canal historique devant la statue parisienne de Jeanne d'Arc. Rituel du 1er mai abandonné par le RN ces dernières années. Alors, sans doute pour ne pas laisser Reconquête capter l'héritage à Don Rémy, Jordan Bardella y est allé lui aussi de son hommage à Jeanne d'Arc sur les réseaux sociaux. Le 1er mai, c'est évidemment la fête du travail. Mais c'est aussi pour notre famille politique l'occasion de célébrer la mémoire de Jeanne d'Arc, la figure d'un peuple qui ne renonce pas. Jeanne peut parler à tout le monde. Elle est, selon Malraux, la seule figure de notre histoire sur laquelle se soit faite l'unanimité du respect. Celle qui délivre le royaume de l'envahisseur anglais et de ses complices. Celle qui mobilise l'énergie souterraine de la nation française. Nul ne peut confisquer Jeanne d'Arc. Elle n'appartient à personne. Mais nous devons de transmettre son message. Le président du RN est tête de liste aux élections européennes. Jordan Bardella, plus de défilé du 1er mai pour le RN donc, mais il présentait aujourd'hui ses 34 colistiers à Perpignan, la ville de Louis Alliot. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, à 2 mois et demi des JO de Paris, le service public continue ses revendications salariales. Le principal syndicat de contrôleurs aériens en grève la semaine dernière a réussi à conclure un accord, Philippe. Alors parlons vrai, craignez-vous un conflit social majeur pour les JO? Est-ce que le gouvernement doit lâcher du lest ou ne rien lâcher? Est-ce que les salariés des entreprises publiques qui peuvent bloquer le pays peuvent être les grands bénéficiaires au détriment de ceux du privé qui ne verront pas leurs conditions s'améliorer? Et à cette question, les syndicats ont-ils raison de profiter des JO comme levier de négociation pour obtenir des avantages? Un score helvétique puisque vous dites oui à 50% et donc non à 50%. Axel Persson est avec nous, secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes et Rambouillet. Réponse très rapide, faut-il une trêve olympique pour les mouvements sociaux? Si et seulement si les revendications
exprimées par les organisations syndicales et qui sont le relais de la volonté ouvrière, oui, mais s'il n'y a pas de satisfaction, il y aura conflit, évidemment. On en parle dans un instant, ne vous bougez pas. 0826 300 300, Aude est avec nous. Elle vous attend, tout de suite. Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vrais Voix. On est ravis de vous retrouver comme tous les jours avec Philippe Bilger qui est avec nous. Ça démarre bien, mon Philippe? Ah, ça démarre très bien. Vous lui donnez combien? Et même si le programme, évidemment, encore une fois, est fait pour Olivier d'Artigol, je lui donne à Bernard, largement la moyenne. 15 sur 20 pour l'instant. Dis donc. Il devrait accentuer les conflits avec son voisin. C'est ça. Bernard Cohen-Haddad qui est avec nous, président de la CPME Paris, et Olivier d'Artigol, bien entendu. Ça serait bien que vous soyez intéressant, Olivier d'Artigol. Oh, ça va, je rigole, c'est bon. Je vous soutiens, Olivier. Quel est ce dispositif d'émission aujourd'hui? Qu'est-il en train de se passer? Il se passe. J'appelle les auditeurs au secours. Aidez-moi au secours. Allez, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon et tout le monde en profite. Là, tout le monde est tétanisé. L'impression, c'est ça, c'est que le gouvernement est prêt à lâcher sur énormément de choses. On peut faire des grèves perlées pendant des mois, ce qui a été le cas pendant la grève des retraites, ça ne suffit plus. Et donc les gens établissent des rapports de force. Tant qu'on ne fera pas évoluer le service minimum, nous serons en quelque sorte sous la menace avant les Jeux Olympiques de risque de grève. Donc c'est facile, on prend les Jeux en otage et on impose ses revendications. Remettons les choses dans le contexte. Est-ce cela ou pas? Et pour les syndicats, les Jeux Olympiques 2024 sont donc un puissant levier de négociation salariale, rappelant la forte pression syndicale à l'occasion de la Coupe du Monde en 98 pour éviter tout mouvement social. L'État, la SNCF ou l'aérien ont déjà passé des accords sur l'impact du recul de l'âge légal de départ à la retraite et puis les revalorisations salariales et ainsi que les primes. Alors parlons vrai, est-ce que vous craignez une paralysie du pays au moment des Jeux Olympiques? Est-ce que le gouvernement doit être intraitable et ne rien lâcher, ou au contraire lâcher du lest? Est-ce que finalement, une fois de plus, ce ne sont pas les salariés du public qui vont bénéficier de ces grèves, plutôt que les salariés du privé qui n'ont pas le pouvoir de bloquer le pays? Et à cette question, les syndicats ont-ils raison de profiter des Jeux Olympiques comme levier de négociation pour obtenir des avantages? Vous dites oui à 51%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Axel Personne est avec nous, secrétaire général de la CGT, cheminot de Trappes et de Rambouillet. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Philippe Bilger, alors oui, forcément, est-ce que avec la question de Sud Radio, finalement, que je n'ai plus en tête, est-ce que les syndicats ont raison de profiter justement de ces Jeux Olympiques? Alors, si vous le permettez, une seconde sur une digression. Ouais. Axel est une personnalité dont on peut discuter la générosité sociale, mais les débats sont passionnants. Oui. Mais je peux témoigner, et j'espère ne pas l'offenser, que lorsqu'on a besoin d'un petit service sur une information anodine, il est là et j'ai beaucoup apprécié la gentillesse qu'il a eue. Maintenant, parlons du sujet important. Élégance et gentillesse. Élégance. Merci. Absolument. Le train pour Pau est donc prévu. Et il a accepté de rendre un service à quelqu'un qui ne pensait pas comme lui, ce qui est un exemple parfaitement démocratique et humain. Mais plus sérieusement. Maintenant, on va pouvoir l'attaquer. J'ai noté la réponse qu'il vous a faite rapidement, Cécile. Alors, je n'étonnerai personne en disant que même si les revendications ne sont pas satisfaites, il me semble que pour deux raisons, il faudrait accepter de ne pas porter atteinte, je dirais, au succès des JO. D'abord, pardon, c'est très pompeux, il y va de l'honneur de la France et elle n'a pas tant de satisfaction à nous offrir que on puisse de gaieté de cœur ruiner en totale connaissance de cause des Jeux Olympiques. Deuxième et dernier élément, il faut d'autant plus songer à l'honneur de la France que, à l'heure actuelle, une majorité de Français, enfin, j'y suis, ne sont pas structurellement enthousiasmés par ce qui se prépare. Donc je vois là deux raisons, à la fois nationales et opportunistes, peut-être de mettre entre parenthèses des revendications sociales qui pourraient n'être pas satisfaites dans les délais. Olivier d'Artigol. On souhaite tous la réussite des Jeux. Et les agents des services publics, quel que soit le domaine d'intervention, ils souhaitent ce succès.
La question qu'on a, c'est que beaucoup d'entre eux vont être mis à contribution d'une manière très importante pour la réussite de ces Jeux. Ils ne pourront pas prendre de vacances et ils seront avec une charge de travail augmentée, avec des rémunérations. Le point d'indice a été gelé pendant 10 ans. Et ce qui s'est fait sur la toute dernière période ne rattrape en rien la perte de pouvoir d'achat avec l'inflation galopante. Les primes, c'est une chose, mais ça ne remplacera jamais l'augmentation d'un salaire. Ce que je souhaite simplement qu'on puisse regarder attentivement, c'est est-ce que ces revendications sont légitimes, raisonnables? Est-ce qu'elle relève non pas d'une générosité avant les JO, mais d'une revendication salariale et sociale qui mérite d'être considérée? Parce que ce que je regrette, c'est que les directions d'entreprises publiques, et j'en termine là-dessus, avaient le temps de négocier. Donc ce mépris qui existe en disant « mais passez votre chemin, il n'y a rien à voir », pour après... les Jeux approchent, donc il faut peut-être reconsidérer tout ça. Ça n'est pas de la responsabilité des organisations syndicales qui ont mis sur le tapis, parfois depuis plus d'1 an, un certain nombre de questions. Bernard Cohen-Haddad. Moi, j'ai pas quand même l'impression qu'on est dans le mépris du dialogue social aujourd'hui. Dans les entreprises, c'est plutôt la prise en otage des usagers. Et cette épée de Damoclès qui pèse sur les usagers des services publics, aujourd'hui, est inadmissible, comme l'a dit Philippe Bilger, à l'horizon des moins de 100 jours des JOP. Parce que ceux qui font grève aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que ce soit ceux qui sont les plus à plaindre, comme les contrôleurs aériens, comme à la SNCF, un certain nombre de conducteurs. Preuve en est, la négociation sur la retraite qui va au rebours de la loi retraite ces derniers jours, c'est-à-dire de la semaine dernière, qui a été signée par l'ensemble des syndicats. Ça, c'est inadmissible. Sur proposition de la direction. Ouais. Oui, mais c'est pas le problème. C'est que c'est en dehors du droit commun. Ouais. Axel Persson. Je rassure tous les auditeurs, nous n'avons pas prévu de prendre en otage les voyageurs ou les exécuter, puisqu'on nous dit qu'on va prendre en otage. Mais en revanche, justement, parce que c'est pas tout à fait la même chose. La dernière fois que les cheminots ont participé à des réelles prises d'otages, c'était du moment de la résistance. Donc ça remonte. Hein. Mais nous n'avons pas prévu, en tout cas aujourd'hui, de recourir à ce mode d'action. En revanche, oui, de manière très claire et assumée. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les salariés des entreprises publiques, parce que la réussite des JO, on va revenir aux fondamentaux. La réussite des JO dépendra de l'investissement des salariés, qu'ils soient dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les transports, dans le ramassage des décès, qu'ils soient publics ou privés. Et on reviendra aux fondamentaux face aux puissants de ce monde. Si vous voulez que cet événement ait lieu, oui, ce seront les travailleuses et les travailleurs qui vont le faire, qui vont le rendre possible. Donc, s'ils ne viennent pas à satisfaire les revendications légitimes de ceux qui vont faire et assurer la réussite de ces Jeux, bien évidemment, nous irons en conflit et nous défendrons les intérêts jusqu'au bout de nos possibilités, y compris par la grève. Et un syndicat qui dirait le contraire serait un syndicat bien peu efficace dans la défense des intérêts de ceux qu'ils sont censés représenter. Philippe Bilger, mais dans le micro. Axel, la question dépasse peut-être un petit peu notre débat, mais est-ce que ça veut dire que pour un syndicaliste, le national est toujours relégué par rapport au syndical ? Disons que le syndical, les organisations syndicales ont vocation à représenter un ensemble de salariés, que ce soit au niveau national, régional, local. Et aujourd'hui, un événement à dimension mondiale et qui va se décliner au niveau de la région Île-de-France va être assuré par des salariés que nous sommes censés représenter. Donc aujourd'hui, ça vient, d'ailleurs même plus que des syndicats, ça vient dans les discussions, dans les lieux de travail. C'est les collègues, c'est les camarades de travail qui aujourd'hui disent, compte tenu des contraintes qu'on va nous imposer, c'est-à-dire renoncer aux vacances pendant les étés, ou aussi assurer une charge de travail démentielle par rapport à la même période pendant cet été-là. Par exemple, un exemple très concret, sur le RERC, par exemple, dans l'intramuros, le plan de transport qui est demandé, qu'on doit assurer, ça va relever un peu de la prouesse, y compris on se demande si techniquement on a l'effectif pour le faire, puisqu'ils veulent faire passer l'équivalent d'une heure de pointe toute la journée sur un tronçon qui habituellement est fermé pendant l'été pour des raisons de travaux. Donc, compte tenu de ces contraintes-là, oui, il est clair que les termes dans lesquels ils se posent, ce sera, oui, on veut bien le faire, mais il va falloir quand même mettre à la fois des effectifs sur la table et en effet des rémunérations à la hauteur de ce que vous nous demandez. Et ça, on s'en excusera pas. Oui, on ira se battre pour l'obtenir. Le prix est très intéressant parce que le plus souvent, ces agents sont les experts du quotidien, du service rendu aux usagers. Quand des cheminots ont dénoncé l'externalisation de certains métiers qui avant étaient portés par l'entreprise nationale et publique, en disant attention, on va vers des difficultés, y compris sur la sécurisation de certaines lignes, on a vu que ça pouvait amener à des drames. Donc quand des agents disent attention, dans les conditions le plan qu'on nous présente, ça ne peut pas passer,
il y aura, les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe bien. Ils sont là, dans ce cas-là, ils prennent le statut presque de lanceur d'alerte. Un mot, Axel Persson, et on part au 0826 300 300. Vous êtes d'accord avec Olivier d'Artigol? Vous êtes des lanceurs d'alerte à la CGT? Oui, pas que la CGT, pas que la CGT, et surtout les cheminots sur le terrain. Mais là, je parle des cheminots, c'est normal puisque je suis cheminot. Mais en fait, c'est dans un certain nombre d'autres services pareils, dans le ramassage des ordures, où habituellement, par exemple, la ville de Paris a plutôt tendance à se vider d'une partie de ses habitants, qui du moins ceux qui ont les moyens d'aller en vacances. Là, ça va être un peu l'inverse, puisque la population va augmenter. Ils avaient donné des statistiques à peu près doublées ou je sais plus quoi. J'ai oublié le chiffre, pour être tout à fait honnête. 10 millions. Mais, donc justement, assurer cette charge de travail-là dans ces conditions-là pendant l'été, forcément, techniquement, il va falloir mettre des moyens humains, techniques et évidemment financiers, puisque la charge de travail va être démentielle par rapport à ce qu'ils vont devoir habituellement assurer pendant l'été. Donc forcément, il va falloir. C'est 10 millions de visiteurs, les JO, je crois. Oui, je crois, oui. Ouais, j'avais oublié le chiffre exactement. Ouais, mais ça doit pas être très loin. Il va falloir passer à la caisse, quoi, en gros. Y compris pour les salariés. Direction Strasbourg, où il n'y aura pas d'épreuve des JO. Bonsoir Sébastien, notre vraie voix du jour. Alors, est-ce que vous pensez que les syndicats ont raison de profiter du moment pour faire un bras de fer, comme ils l'avaient fait pour le Mondial 98, par exemple? Sébastien? On a un problème avec Sébastien. Bernard Cohen-Haddad. Oui, mais moi je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit, vous en doutez bien. C'est les JOP, d'accord, ça va être difficile pour tout le monde, d'accord, pour les salariés du public, du privé, mais on va quand même respecter le droit du travail, faut pas l'oublier, mon cher Olivier, le droit du travail, il y a des heures supplémentaires, il y a des congés, tout ça, ça va être fait, et il y aura pas d'exception de nos droits, je vis au quotidien. En revanche, moi ce qui m'inquiète quand même dans cette période, c'est que, bien entendu, améliorer la situation des salariés de la SNCF, de la RATP, mais j'aimerais bien qu'on améliore aussi la qualité du service, parce que là on n'est pas en période des JOP et c'est pas merveilleux tous les jours déjà. Donc j'aimerais bien qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures, mon cher Philippe. C'est vrai que le niveau de service, quand on voit le RER c'est vraiment... RER, ça rime avec péto d'hier. Il n'y a pas d'autre mot au niveau des horaires. Oui, alors là, le RERD notamment, c'est l'enfer. Oui, sur ça, je suis pas en désaccord, puisque les JO ça va être juste pendant l'été. Mais par contre, oui, il y a certaines revendications qui prédatent des JO, et notamment tout ce qui concerne les conditions dans lesquelles on nous demande de produire aujourd'hui du train, et qui mènent à des résultats pas satisfaisants sur un certain nombre de lignes. Ça prédate les JO et ça va survivre aux JO d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal avec les JO, c'est qu'on voit que la direction, elle est prête à envisager de mettre des moyens supplémentaires, mais juste pour les JO. Par exemple, là sur la ligne N où je vais travailler, qui est pas en plus la plus dégueulasse du réseau. C'est plutôt des bons chiffres. Évidemment, c'est jamais 100%, mais c'est plutôt une ligne pas trop malade, comme on dit, par rapport aux autres. Là, par exemple, on voit la direction, elle est en train de réfléchir. On peut mettre des astreintes en plein milieu de la ligne pour être à équidistance des points critiques. Chose qu'on ne fait jamais. Ça n'a jamais été envisagé ailleurs. Et donc, on voit que là, une réflexion est possible dès lors que des enjeux financiers et politiques importants s'annoncent. Mais en revanche, on sait très bien que tous ces moyens supplémentaires, une fois que les JO seront partis, ils vont disparaître. Et donc, on retournera un peu à la situation qui est avant. Et ça, d'ailleurs, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, ce qu'on veut porter auprès de la direction, c'est que si on est capable de mettre des moyens pour que ça fonctionne un peu coûte que coûte pendant les JO, pourquoi on ne serait pas capable de le mettre pour ceux qui vont au travail et qui en reviennent? On a toujours l'impression, quand on écoute les cheminots, que la vie d'un cheminot est un métier compliqué, difficile, pénible. Et pourtant, quand on regarde les salaires, la grille des salaires, on se dit que finalement, ils ne sont pas si mal lotis que ça. Quand on voit des patrons d'entreprise qui aujourd'hui ne peuvent pas se payer et qui travaillent H24, alors on va pas comparer le privé et le public, mais on a l'impression qu'on est toujours en train de redonner au panier pour des salaires qui sont quand même pas si mal que ça. Ça dépend. Ou alors je me trompe, mais ça dépend des métiers. En fait, souvent on se focalise sur nos salaires de conducteurs, mais en fait il n'y a pas que les conducteurs dans la SNCF. Notamment par exemple, je pense à mes collègues du matériel ou même dans les gares. D'ailleurs, les gares vont absorber plus. Là, c'est plutôt le SMIC, voire légèrement moins que le SMIC dans certains, de par des dispositifs un peu artificiels où en gros la SNCF a une dérogation pour payer moins que le SMIC des agents au statut. Enfin bref, je vais pas entendre un truc technique, mais il faut sur les conducteurs, c'est vrai, mais sur les d'autres métiers à la SNCF, c'est loin d'être la panacée. En revanche, ce que j'aurais à dire, c'est que non, moi j'ai jamais cherché à faire pleurer dans les chaumières ou à convaincre que il y a quelqu'un que je le métier le plus pénible du monde. Il est pénible objectivement parce qu'on travaille la nuit, parce qu'on travaille en horaire décalé, comme plein d'autres salariés. Et on n'a jamais nié la pénibilité d'autres secteurs. Ce qu'on dit, c'est que partout où les salariés sont confrontés à ces problématiques, il faut s'organiser, il faut se battre, parce que c'est pas la pénibilité qui donne les droits supplémentaires, c'est le fait qu'on se batte et qu'on s'organise pour les obtenir. On a retrouvé Sébastien de Strasbourg au 0826 300 300. On vous écoute, Sébastien. Vous pensez qu'ils ont raison, les syndicats, d'aller au bras de fer avant les JO?
Si, alors il faudrait connaître le motif plus en profondeur, mais s'il est légitime, oui, puisque c'est un prétexte, c'est un bras de fer. Donc moi je trouve pas que c'est spécialement choquant. Après c'est plus au niveau effectivement du motif, de voir par rapport déjà aux avantages qu'ils ont déjà par rapport à d'autres. Après, même si chacun défend ses intérêts toujours, mais ça fait partie des outils que les salariés peuvent avoir pour faire grève. Donc moi je suis pas plus choqué que ça. Voilà, ça reste la réponse. J'aurais parié pour le soutien d'un Alsacien à Macron. On n'est jamais train de parler si un Philippe Bilger. Bon, allez, vous restez avec nous, Sébastien, puisque dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On va garder Alex personne, hein? Axel personne. Bien sûr. Vous êtes prêts pour le jeu? Pour le jeu. Le quiz. Je ne connais pas le jeu, mais je vais m'y soumettre. D'accord. Soumettez-vous, allez. Méfiez-vous, vous pouvez gagner. Vous savez, c'est ça le problème. Allez, on en parle dans un instant, le quiz de lecture. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix pour ce moment fatidique avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Très bien. On se prépare à un choc de titan. On n'exagère rien non plus. Enfin, c'est pas Dortmund PSG, mais c'est déjà pas mal. C'est la Ligue des champions du jeu. On a gardé Axel Personne, hein, bien sûr. On a Sébastien, on a Philippe, on a Bernard, on a Olivier. On est prêt, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. C'est bon, j'ai fait l'appel. Alors Sébastien, vous répondez en premier. Les vraies voix, si Sébastien dit j'ai pas la réponse ou l'angosha, vous pouvez tenter votre chance. Écoutez bien Sébastien, c'est une question à 1 point, on commence en douceur. À Mélenchon, qui l'accusait de vengeance personnelle, vous êtes pathétique. Sébastien. Glucksmann? Non. Allez-y. Dupond-Moretti. Bonne réponse d'Axel Personne, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, 1 point. Allez. Qui c'est qui l'a dit? Là, on saute 2 crans à 3 points. Qui c'est qui l'a dit à Éric Dupond-Moretti suite à ses propos sur LFI et les Mollahs? Diffamer une force d'opposition dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est scandaleux. Sébastien. Je sais pas du tout. Bonne réponse. Le plus rapide, il a été plus rapide. Il n'y a pas de buzzer alors. Là, c'est moi. C'est très nettement. Non, là, c'est il moi. Je sais pas si t'es plus près de. Olivier, combien de minutes avant? C'est important. Non, une demi-seconde. La technique. C'est moi, Olivier, je le dis en totale malhonnêteté. Ouais. C'est, moi aussi, je dirais que c'est malhonnête. C'est bon. C'est Olivier, voilà. Ouais, c'est. 3 points pour Olivier. C'est lui, il faut l'admettre. Ah, c'est lui, voilà. Non, mais je pense que parce que vous. Non, il essaye à l'intox, à l'intimidation, mais au bout d'un moment, c'est tellement flagrant. Regardez à quel point nous sommes un couple fiable. C'est ça. Fusionnel. Voilà, exactement. Les choses sont dites. Voilà, on dirait que c'est vous, mais c'était pas vous. C'est pas grave. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Regardez comme il est de mauvaise humeur. Il est de mauvaise humeur, il ronchonne. 3 points. La France insoumise met la laïcité en danger. Oui, clairement. Sébastien. C'était ce matin sur Sud Radio. Allez, Sébastien. J'ai pas écouté ce matin. Bonne réponse, il a été plus rapide. Léon Desfontaines, tête de liste prend les points à 3. PCF aux européennes. Et 2 fois 3 points, il est gagné là. Il était ce matin sur Sud Radio, bien entendu. Qui c'est qui l'a dit à 1 point? Le syndicalisme est un rempart à la montée de l'extrême droite. Sébastien. Sûrement quelqu'un d'extrême gauche. Non, c'est pas un homme ou une femme politique. C'est pas Binet? Non, mais c'est pas à vous. Non, j'allais dire. Bah, Sébastien. La dernière réponse. Oui, mais ça traîne un peu. Binet, oui. Langosha? Binet. Non. Non. Martinez? Non. C'est un rempart à l'extrême droite. Ouais. Si c'est pas Binet, c'est qui? Le gars de faux. C'est non. non. Oui, la bonne réponse de Bernard Cohen, Marie-Lise Léon. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Ah, quand même, je suis l'honneur. Ouais. Mais vous avez juste donné le prénom, Bernard. Non, il a dit la CFDT, Marie-Lise Léon. Oui, allez, question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Écoutez bien, Sébastien, il y a un processus qui fait qu'en France, une partie du programme politique de Le Pen est déjà mis en application avant même que Marine Le Pen soit potentiellement élue. Alors, c'est un ancien candidat à la présidentielle qui s'est un peu retiré de la politique, mais qui est très connu. Sébastien. On l'avait oublié, celui-là, tiens. Langosha. Hamon. Non. Presque. C'est pas Dupont-Aignan, il est parti. Non, plus à gauche. Plus à gauche. Besancenot. Bonne réponse de Philippe Bilger. J'ai sauvé mon honneur. Olivier Besancenot. Bravo, 3 points pour Philippe Bilger. Je peux encore gagner. Mais oui, bien sûr que vous pouvez gagner. Sébastien aussi peut encore gagner. Sébastien, écoutez bien, c'est 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Ce que je demande, c'est un état des comptes de la nation. Plus personne ne sait où on en est.
Sébastien. Éric Ciotti. Non. Non. Tanguy. Non. Bardella. Non. Non. Retailleau. Non. C'est un président de région. Estrosi. Non. Xavier Bertrand. Axel Et Persson. bonne réponse Sur les d'Axel points. Persson qui marque 3 points. C'est marrant, on pense jamais à lui. Hein. Qui c'est qui l'a dit encore à 3 points sur les inégalités salariales dans les entreprises du CAC 40? C'est un écart qui est délirant. C'est une ancienne ministre retirée de la politique. Sébastien. Gaucha. Duflo. En cœur. Les deux à la même temps. En même temps. Là, vous avez été parfaitement coordonnés. En même temps, je suis fair play. Du flow en même temps. C'est le rapport En même temps, je suis perfait. Oui, je demande aux arbitres. Moi, j'ai montré à quel point je suis Bon, allez, sportif. par bonté, on donne les 3 points. Philippe Bijard les a eu tout à l'heure. Regardez s'il avait des revolvers à la place des yeux. Par bonté. Allez, c'est peut-être pour vous. Il va pleurer, je crois. Non, il reste en tête avec Gréco. Allez, c'est la dernière question. Les amis, elle vaut 2 points sur les élections européennes. Pas de jour férié quand on est en campagne. Sébastien. Bardella. Non. Attal. Bonne réponse. Gabriel Attal, le Premier ministre. Eh bien, écoutez, on fait le verdict. Olivier d'Artigol, avec sa grande bonté, 8 points. Philippe Bilger, 6 points. Axel Persson, 4 points. Bernard Cohen-Haddad, qui a marqué son premier point, 1 point. Et désolé Sébastien, mais Fanny, comme on dit à la pétanque. C'est vicieux ce truc sur Attal. Il est pas en campagne. Oui, je sais. Sébastien, merci beaucoup d'avoir joué avec nous et merci d'avoir participé. On était ravis de vous accueillir, comme bien entendu toutes les vraies voix auditeurs qui nous accompagnent tous les jours. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Avec Philippe Bilger, on parle de quoi? Louis Boyard ose tout. Je pourrais continuer comme Michel Audiard. Avec vous, Olivier d'Artigol, plutôt que de tweeter. On parle de quoi? On me dit du bien de vous. Oui, le tour de table de l'actu, mon petit chat. Tour de table on parlera du 1er mai de 1891 dans la commune de Fourmies. Allez, Bernard Cohen-Haddad. Pourrons-nous nous baigner dans la Seine pour les JOP? Et merci beaucoup Axel Persson d'avoir été avec nous. Merci Axel. Allez, on fait une petite pause. À tout de suite, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec aujourd'hui Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris, qui est notre nouvelle voix du jour. Ça va Bernard? Ça va, je tiens le choc pour l'instant. Oui, c'est vrai. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Ouais, il est bien. Il faut qu'il sourie un peu plus, Bernard. Il faut que je m'arrange un peu mieux là. Il faut qu'on voit vos dents. Je vais prendre exemple sur Olivier. Oui, c'est ça. Ah bah non, il fait la gueule aujourd'hui, Olivier d'Artigol. Je ne fais pas la gueule. Il fait la gagner. Ah, vous boudez. Je ne boude pas, Cécile. Oui, vous boudez. Qu'est-ce que ce serait le jour où il perdra? Et Philippe Bilger qui est avec nous dans un instant. De quoi parle-t-on? Félix Mathieu. Du président chinois Xi Jinping attendu avec Emmanuel Macron sur le pic du Midi mardi prochain pour une rencontre au sommet. Nous sommes avec le président du département des Hautes-Pyrénées pour en parler. Les amateurs d'histoire savent qu'il y a eu plusieurs inquisitions. L'inquisition médiévale, l'inquisition espagnole, l'inquisition portugaise et l'inquisition romaine. Peut-être va-t-il falloir d'ici peu y ajouter une nouvelle version en ce début de 21e siècle, l'inquisition médiatique. La dernière victime en date est un journaliste historique de France Info, Jean-François Aquili, qui vient d'être licencié pour faute grave. Quelle faute grave? A-t-il balancé des fake news, insulté un invité, mis une main aux fesses à une collègue? Pas du tout. Il a été accusé par le journal Le Monde d'avoir collaboré au livre de Jordan Bardella. Une accusation qui avait valu une mise à pied immédiate de l'intéressé par sa direction, alors qu'il démentait formellement et qu'il n'y avait ni contrat signé ni engagement écrit avec le président du RN. Soit il a discuté avec lui, mais comme tout journaliste politique, parle avec toutes les personnalités politiques de toute tendance, sauf à exiger qu'un cordon sanitaire s'imposerait avec certains d'entre eux. Il faudrait d'ailleurs nous dire lesquels. Mais comme une mise à pied ne suffisait pas, l'artillerie lourde a été sortie avec un licenciement pour faute lourde auquel Jean-François Aquili va répondre devant le Conseil de prud'homme. Bref, si on a bien compris, parler avec les gens du RN relève a priori de l'hérésie, c'est l'acte d'accusation sous l'inquisition, l'acte d'accusation sous l'inquisition, on a juste légèrement progressé en faisant passer la condamnation du bûcher à France Travail. Et si Jean-François Aquili gagnait au prud'homme, aucun souci pour ceux qui l'ont viré, puisque ce seront les contribuables qui paieront. Enfin, pour calmer toute rumeur, ce coup de gueule n'est pas un soutien à un ami, puisque je l'ai croisé 2 ou 3 fois où nous sommes juste serrés la main et avons échangé quelques banalités de manière affable et courtoise, mais un soutien à un homme victime des Torquemada du 21e siècle. Philippe Bilger.
Alors, je vous rejoins, puisque moi-même j'ai dénoncé le fait qu'on a voulu, le terme est grossier, pardonnez-moi, la peau de Jean-François Aquili, et après, malheureusement, je me suis un peu renseigné, et ça continue à demeurer un scandale, mais il semble qu'on lui reprochait d'autres choses. Oui, qui serait d'avoir fait, par exemple, des média training à des personnes. Sans prévenir. Voilà. A priori. Mais la mise à pied suite à l'accusation du Monde, c'est quand même lourd, non? Voilà. Oui, il est, qui plus est, un grand professionnel. Un excellent journaliste. Un excellent journaliste. Bien évidemment, les journalistes politiques ont des échanges avec l'ensemble des responsables politiques. Ça fait partie, oui, ça fait partie de leur travail pour après être dans le décryptage, l'analyse. Il avait des plateaux et des émissions de qualité où d'ailleurs toutes les opinions pouvaient s'exprimer. Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne et qui ne va pas dans la bonne direction. Et l'ensemble des journalistes et des gens qui aiment le métier d'information seraient bien inspirés de le défendre. Bernard Cohen. Moi j'ai été surpris quand j'ai appris cette mise à pied. C'est une mise à pied. C'était une mise à pied, là, c'est un licenciement en faute lourde. Oui, mais c'est lié. Et comme j'ai été juge au Conseil de prud'homme, je peux vous dire que ça fait partie du pouvoir de direction du chef d'entreprise. En revanche, moi, je suis étonné s'il y a uniquement dans ce dossier, sauf ce qui a été dit par Philippe, c'est-à-dire d'autres choses qui sont contraires au contrat de travail, qui font donc une faute par rapport au contrat de travail, si c'est uniquement parce qu'on a parlé à Jordan Bardella pour réfléchir tout simplement à écrire un livre qu'il n'a pas écrit. C'est vraiment un procès d'intention au sens du procès et de l'intention. Allez, la suite, c'est Félix Mathieu avec... vous avez la parole, Félix. Et une rencontre au sommet la semaine prochaine. Mardi, Emmanuel Macron attendu sur place au pic du Midi avec le président chinois Xi Jinping. Une délégation chinoise a déjà pris ses quartiers dans les parages vers le pic du Midi pour quelques repérages. Rencontre forcément sous haute sécurité. Puis quand on parle aussi d'une superpuissance d'1,5 milliard d'habitants, on peut aussi imaginer côté tourisme la publicité potentielle pour le département. Bonsoir Michel Pellieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Est-ce que ça a été une grosse surprise pour vous d'apprendre que vous alliez accueillir sur le département les présidents chinois et français? C'est une demi-surprise parce que j'avais eu le vent il y a quelques semaines déjà de cette hypothèse de travail. Bon, j'y croyais pas trop, puis finalement ça se vérifie, donc c'est pour les Hautes-Pyrénées, je dirais c'est un moment symboliquement fort, quoi, une rencontre dans les Hautes-Pyrénées de deux chefs d'État, c'est symboliquement très important. Bon, ça a apporté un éclairage médiatique très fort sur le département, et bien sûr, on ne peut que s'en réjouir. Bon, après, reste à savoir le message que délivrera le chef de l'État chinois après son passage dans les Hautes-Pyrénées. N'hésitez pas... Oui, pardon. N'hésitez pas à me contredire si je manque d'élévation, mais est-ce que vous-même, vous avez à préparer le dispositif pour la réception, ou bien ça relève de l'Élysée, par exemple? Ça relève essentiellement de l'Élysée, de l'État. Ce qui relève de ma part, en fait, du département, je vous le dirai ensuite. Bon, d'abord, c'est un avion, un Boeing, je sais plus, 747 ou 787, quoi, un gros avion, l'équivalent de l'A380, quoi, qui va se poser sur l'aéroport de Tarbes. Bon, parce que pour ce type d'atterrissage, il faut une piste de 3 km de long sur le département. Après, se posent un certain nombre de petits problèmes de logistique pour décharger la voiture blindée et autres. Mais bon, ça relève essentiellement ça d'une compétence de l'État. Il faut reconnaître que le département, on n'est pas très inquiété de ce côté-là. Le département aura un problème à gérer, c'est surtout le déneigement pour l'accès à 2000 mètres d'altitude, parce que je ne pense pas qu'il ira au pic du Midi, mais je sais qu'il ira dans un lieu pas loin du
du sommet du col du Tourmalet. Et donc nous aurons à faire en sorte que la route soit très praticable, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui il neige, quoi. Ah oui, Michel Pellieu, vous êtes bigourdon, on va donner la parole au Béarnais des vraies voix, puisqu'il est pas loin, Olivier d'Artigol. Bon, bonsoir aux voisins. Bonsoir aux voisins. Et je pense d'ailleurs qu'il y aurait une réflexion à mener entre l'aéroport de Tarbes et celui de Pau. Mais bon, c'est un autre sujet. Il va falloir travailler des convergences. Il y a longtemps que je suis prêt. Je le sais, c'est pour ça que je vous le dis. Je sais que je prêche un convaincu. Bon, géographiquement, c'est davantage du ressort de Françoise de Gois. Donc j'espère que François sera sur le site pour voir que tout se passe bien. C'est un grand barnum qui va débarquer. L'image sera belle et sera très certainement majestueuse. Après, quelle sera l'actualité politique, diplomatique de cette journée-là, ça on ne peut pas encore écrire l'histoire à suivre. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPMU Île-de-France, est-ce que vous pensez que Michel Pellieu, pour les Hautes-Pyrénées, doit essayer de signer des contrats de vente de garbure, de pastèques, etc., d'agneaux du pays d'Oïl, les spécialités locales à Xi Jinping? Oui, mais si c'est le marché chinois qui se positionne, on n'aura plus rien, nous les locaux. Les autochtones n'auront plus rien. En tout cas, ça va être un super coup de projecteur pour le département, les activités économiques, les acteurs économiques, le savoir-faire. Et je dis bravo déjà sur le coup de pub. Bravo coup de pub, bon coup de pub. Merci beaucoup Michel Pellieu et bonne réception de Xi Jinping au col du Tourmalet, un lieu mythique du Tour de France. Très vite, oui. Je serai là pour aller le saluer, surtout avant son départ, quoi. Voilà. Mais après le reste, je ne sais pas exactement. Tout ça est très confidentiel. Et bon, reste à voir comment tout cela va se gérer. Oui, sur le plan sécuritaire, c'est hyper compliqué. Mais dans les Hautes-Pyrénées, ça garbure toujours. Tout à fait, il n'y aura aucun problème. Merci à vous, Michel Pellieu. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, vous allez parler de quoi? De Louis Boyard. Olivier d'Artigol. D'un 1er mai à la fin du 19e siècle dans la commune de Fourmies. Et vous, on va nager, Bernard Cohen-Haddad, ou pas? Avec ou sans bouée. On se retrouve tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est tellement content de vous avoir tous les jours avec nous au 0826 300 300. Merci de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. Au début on vous comptait sur les doigts, maintenant on peut plus. Je suis désolée, on n'en a pas assez. Faut alors beaucoup de doigts là. Il faut qu'on emprunte les doigts des autres radios, ça c'est sûr. C'est clair. Si vous voulez, je vous le dise. Donnarumma, on est autant ce soir dans les buts du PSG pour arrêter les tirs du Borussia. Et vous savez qu'en parlant de football ce soir, j'ai noté vos pronostics. Oui, mais pas de problème. Bien sûr. Voilà. Et je viendrai vous chercher si vous êtes 2-1, 2-3. Et vous, c'était quoi déjà? 2-1 pour le PSG. Et 2-1, d'accord, ok, très bien, ok. Allez, c'est parti, c'est dans la poche. J'ai misé, là, c'est pour ça que je me suis écarté. Si je perds de l'argent, je vous demanderai remboursement. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et vous voulez parler de Louis Boyard, dans votre tour de table, Philippe Bilger. Oui, vous vous rappelez le beau dialogue, la phrase de ce génial Michel Audiard qui disait que les cons osent tout, ainsi de suite. Je ne veux pas manquer de respect au député Boyard, mais tout de même, il fait fort dans la bêtise. Il dit « Les étudiants sont en train de donner une grande leçon à notre pays ». Il parle évidemment des étudiants qui, parrains d'Israël, sont qualifiés systématiquement de pro-palestiniens. C'est tout de même un homme qui a réussi, qui a payé ses études en faisant du trafic de drogue. C'est un homme également que j'ai défendu lorsque des importuns venaient le harceler dans les bars des trains et là il avait des réactions de défense tout à fait correctes. Mais là, franchement, comment peut-il dire que ces étudiants donnent une grande leçon à notre pays alors que d'une certaine manière, sur le plan universitaire et à Sciences Po, il le dégrade. J'avoue que je ne comprends pas. Est-ce que je peux quand même lui accorder... Le toutou de Mélenchon commence à me taper sur les nerfs. Il me demande une impartialité que bientôt je ne vais plus être capable d'avoir. Je sens votre agacement, mais est-ce que je peux lui accorder un point? Est-ce que je peux lui accorder un point?
Bien sûr. Il passe plus de temps dans les facs aujourd'hui qu'au temps de sa scolarité. Vous êtes violent. Excellent. Bravo. Plusieurs. Oui. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Philippe et Olivier. Et l'onction du suffrage universel n'est pas un gage d'intelligence, on est bien d'accord. Mais c'est l'onction du suffrage universel. Oui, malheureusement. C'est comme ça, c'est réglé. Mais comme disait Churchill, la démocratie c'est probablement un très mauvais système, mais je n'en connais pas d'autres. À l'exception de tous les autres. À l'exception de tous les autres. Clémenceau disait assez justement, je vote pour le plus bête, mais Boyard, s'il avait su, c'est bien. C'est dur. Olivier d'Artigol, 1er mai 1891, dans le Nord. J'ai réfléchi au sujet et je voyais l'actu défiler. Je me suis dit, tiens, on va pas parler donc du 1er mai. Alors je suis revenu aux sources. Le 1er mai à Fourmies en 1891, c'est fin 19e. C'est donc une commune de 1500 habitants au fin fond d'une vallée dans le nord, à quelques encablures de la Belgique. La configuration, c'est d'ailleurs une rue principale. Avec des façades en briques rouges. Et un an avant, l'Internationale ouvrière avait décidé de faire de cette journée la journée de revendication sociale. La revendication des ouvriers de Fourmies qui sont spécialisés à l'époque dans le travail de la laine, le fait de peigner et de lisser et de tisser la laine, c'est un travail harassant d'ailleurs, ce sont des bêtes de somme, très mal payées avec des conditions d'hygiène de sécurité affreuses. Leur revendication, c'était de passer à la journée de 8 heures. Parce que la journée faisait 12 à 15 heures, avec y compris le travail des enfants. C'était 6 jours par semaine en plus de mémoire à l'époque, en 1891. Donc la journée, bon, le mouvement ouvrier prépare une journée plutôt heureuse, plutôt bon enfant avec cette revendication. Mais le maire de la ville est inquiet. Il fait donc mobiliser un régiment. Les esprits s'échauffent quand 2-3 ouvriers syndicalistes sont arrêtés. Et donc la revendication devient aussi à la libération des camarades. La tension monte et vers les 18h15, il y a donc un face-à-face un peu tumultueux. Et le porte-drapeau s'avance parce qu'il voit la troupe reculer d'un ou deux pas, et donc il pense que la partie est un peu gagnée. Il s'avance et dit vive la grève et vive l'armée. Mais le chef du régiment ordonne sans sommation la fusillade. Ils seront donc 9 à tomber, dont ce porte-drapeau, 2 enfants. Je ressors leur nom de cette archéologie ouvrière et mémorielle. Gustave Pestiot, 14 ans, et Émile Corneille, 11 ans, qui travaillaient donc dans ces métiers de la laine. Donc c'est devenu une date importante dans la mémoire ouvrière. Il faut aussi citer un autre nom, c'est celui du curé de Fourmies, l'abbé Margerin, et ses 2 vicaires qui sont sortis de leur église et qui se sont interposés entre la troupe et les ouvriers. Ça a permis de mettre fin à la première donc fusillade. Il y aurait eu un nombre beaucoup plus considérable de morts. Bon, je vous ai parlé de cette revendication qui était passée de 12 à 8 heures. Et il y avait aussi la revendication salariale. Et encore une fois, je suis totalement désolé et un peu en colère, même si c'est une colère en moi, qu'on ne puisse pas aujourd'hui évoquer les revendications ou salariales actuelles. Il y a par exemple des travailleurs ubérisés dans un pan entier de l'activité, et on aurait besoin de parler d'eux et de réfléchir à leur statut, mais on ne pourra pas le faire. Vous avez très bien raconté cette tragédie, Olivier, et elle m'intéresse parce qu'elle montre bien à quel point, même dans les esprits les plus étrangers à la passion de l'histoire syndicale, Fourmies, je savais à quoi ça correspondait. Il y a une forme de culture chez vous, Bernard, comme moi ou d'autres, renvoie au-delà des opinions politiques à quelque chose qui relève de notre terreau. Moi, je partage hommage à Olivier sur ce combat social. C'était un combat social, c'était les Zola, les Balzac, cette industrie difficile et ces hommes qui se battaient pour leur liberté.
peut-être en miroir, moi j'ai une pensée pour la dernière semaine de mai 1871, c'est le mur des fédérés, Olivier. Faut pas l'oublier. 147 fusillés qui se sont battus pour que la République puisse être la République. Bien sûr. Oui. Allez, vous restez avec nous dans un instant, la suite du tour de table de l'actu des Vraies Voix avec Bernard Cohen-Haddad. On parle de quoi ? On se baigne. On se baigne. On va chercher les maillots. On sait pas. Ça sent la chute dans la Seine, ça. Allez, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec nous aujourd'hui Bernard Cohen-Haddad, qui est patron de la CPME Paris, avec Olivier D'Artigol, avec Philippe Bilger et vous au 0826 300 300 et ce tour de table de l'actu. Son premier tour de table de l'actu, mon cher Bernard. Va-t-on pouvoir se baigner dans la Seine pour les JO 2024 ? On y va ensemble avec ou sans bouée Ah bah moi je vous laisse passer en premier puis je regarde, j'attends. Bon voilà, ça c'est un petit peu. Faut-il être confiant ? Faut-il être confiant ? Est-ce qu'on a vraiment envie de faire plaisir à Jacques Chirac ? Parce que c'est ça. Absolument, il l'avait promis. Il avait promis, ça faisait partie de son rêve de maire de Paris. Est-ce que demain, on ira se baigner dans la Seine pour les JOP et après surtout? Parce que c'est ça, est-ce qu'on va pouvoir y aller en toute quiétude au-delà des piscines qui sont le long de la Seine pour Paris-Plage? Vous savez, il y en a plusieurs dans Paris. Moi, je rêve de ça. En tout cas, on y a mis les moyens. Plus d'1 milliard, hein, oui. On est bien d'accord. Belle somme, hein. Une belle somme. Donc moi, j'ai vraiment envie, au-delà du gna de la maire de Paris, de se dire, est-ce qu'on va... Oui, parce qu'elle a dit aujourd'hui que ceux qui disent qu'on pourrait pas se baigner dans la Seine sont des gna. Elle a dit ça dans un discours. C'est intéressant. Est-ce que vraiment on va pouvoir y aller en toute quiétude, y compris pour les scolaires, y compris pour le sport santé, y compris pour ceux qui veulent profiter de ce beau fleuve? Ça fait partie de cet héritage des JOP. Et moi, j'attends ça avec impatience, même si, les amis, je ne suis pas confiant sur la fin. Philippe Bilger, vous aviez promis de vous baigner, mais dans le plus simple appareil. Moi, non, parce que je ne veux pas faire annuler les JO. Ça ferait venir du monde. Non, mais je comprends que ça pose un problème. Moi, je n'irais pas me baigner de toute manière, mais ce serait un symbolisme fort de pouvoir aller dans la Seine. Olivier D'Artigol. Même en dehors de Jacques Chirac, mon cher Bernard. On ne peut pas tout le temps suivre toutes les actualités en approfondissant tous les sujets, mais c'est une question que je suis de manière attentive, parce qu'elle m'intéresse, sur le fait, va-t-on y arriver ou pas. Voilà. Sur les derniers articles et diagnostics de spécialistes, c'est pas très rassurant. Il y a eu une inauguration récente du côté de Champigny-sur-Marne, qui était une étape importante, mais dans les articles qui ont entouré cet événement plutôt positif pour atteindre cet objectif, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont plus que dubitatives sur le calendrier, les moyens et la réalisation de ça. Donc nous verrons bien. Alors après, est-ce qu'il y a bien sûr un plan B pour les épreuves? Faut espérer, parce que le triathlon, théoriquement, ça peut se faire qu'en eau libre, hein, parce que dans une piscine, je vous dis pas le nombre de longueurs en triathlon. Ah oui. Mais est-ce que c'est pas, je vais être cash, est-ce que c'est pas un peu un caprice de vouloir faire ça dans la Seine? 1 milliard, et si ça marche pas, ça veut dire, vous me passerez l'expression, qu'on a jeté 1 milliard à l'eau. C'est un super plateau, la Seine, pour à la fois une ouverture, à la fois pour se baigner. Le problème, c'est que s'il pleut... Unique, hein. S'il pleut, on va avoir tous les hydrocarbures, toutes les saloperies, il faut quand même le dire, qui vont revenir dans la Seine. Et là, ce sera pas possible. En matière de sécurité aussi, c'est compliqué. Hein. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font que ça va être difficile. Qui irait se baigner parmi vous pour voir qui est gna et qui ne l'est pas? Vous irez... Bon, Philippe Bilger, vous y allez pas. Moi, Cécile, vous y allez? Mais ça dépend. Enfin, vous y allez pas pourquoi? Parce que vous aimez pas vous baigner ou parce que je ne tiens pas à m'exhiber. En plus, non mais est-ce que Philippe Bilger, l'exhibo, je connaissais pas celle-là. Je ne raffole déjà pas des piscines en temps normal. Non mais on vous demande pas de on vous demande pas de nager pour l'ouverture des JO en slip de bain. Est-ce que dans la nuit noire, est-ce que vous testeriez? Non, moi je crois que non. Vous baigneriez, vous, Cécile? Franchement, non. Voilà. Moi non plus. Bon, après, Bernard, non. Écoute, si l'eau est propre et il n'y a aucun problème, j'irai quand même parce que c'est un beau défi. Ouais. Olivier D'Artigol. J'aimerais bien, mais je porte très mal le bonnet. Donc... il n'a pas besoin. Parce que je veux garder mes lunettes, donc ça fait une tête. Je veux dire, vous qui êtes palois, je préfère encore, même si elle est froide, aller dans le gave de peau. Gave. Parce qu'au moins, l'eau, elle est pure, elle est propre. L'eau vive du gave. Vous pourrez mettre votre maillot de bain Tarzan. Ah oui, léopard. Oui, avec la trompe. C'est pas un maillot de bain, c'est un tanga.
C'est terrible. Non, mais est-ce qu'on, franchement, outre le fait que ce soit propre ou sale ou peu importe, est-ce qu'on a envie de nager dans la Seine? Franchement, non. Est-ce que c'est quelque chose qui nous viendrait à l'idée? Alors peut-être qu'on n'est pas câblé pour ça, parce que ça fait des années que ça n'est pas arrivé, même des dizaines et des vingtaines d'années, ou trentaines ou quarantaines. C'est quand même dommage de ne pas bénéficier de ce beau fleuve. On y fait du ski nautique, on y fait du wakeboard, on y fait de l'aviron. C'est quand même dommage pour les Parisiens, les Franciliens, de ne pas pouvoir aller piquer une tête. Moi, je trouve ça dommage, sincèrement. Mais pas, on fait de l'aviron intramuros Paris? Ah oui, bien sûr. Ah bon, d'accord. Le fils d'Anne Hidalgo qui avait fait un exploit. Mon cher Bernard, vous êtes tellement enthousiaste de la Seine que j'espère que vous pourrez y plonger. Mais moi, je vais vous acheter un maillot de bain, Bernard. Je vais le choisir, je vais le prendre sur Internet. Allez, on fait une petite pause. Léopard aussi. Avec la trompe. Mon Dieu, j'espère que les enfants sont couchés. 18h34. Non. Et nous avons un sociologue qui nous écoute et qui sourit gentiment. Parce qu'il est très poli et très très bien élevé. Allez, d'ailleurs, dans un instant, le coup de projecteur de nos vraies voix, puisque depuis la pandémie, le Covid-19, le monde du travail est en pleine mutation, dans quête de sens, d'utilité, de charge mentale. La vie active est repensée, notamment avec un projet de semaine à 4 jours, mon cher Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que travail peut rimer avec bonheur? On sait que depuis Henri Salvador que ça rime avec santé. Est-ce que la principale valeur du travail, c'est le salaire? Tiens, avec le temps, vos conditions de travail, elles se sont améliorées ou elles se sont dégradées? À cette question, faut-il repenser le travail en France? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et donc Jean-François Amadieu est avec nous, un sociologue, professeur à l'Université de Paris 1. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question avant de partir en pub, est-ce que l'organisation du travail en France est archaïque? Oui, Emmanuel Macron, dans sa première campagne, avait dit qu'on avait un management catastrophique en France et qu'il fallait que ça change. Donc, effectivement, il y a du travail. Allez, on en parle dans un instant. Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, nous accueillons un petit nouveau dans l'école des vraies voix. Voilà, il a passé son diplôme selon Philippe David. Impressionnant. Impressionnant. Voilà. C'est une garderie. Bernard Cohen-Haddad qui est avec nous, président de la CPME Paris. Vous reviendrez ou pas, Bernard? Si vous m'invitez, ce sera avec grand plaisir. Mais est-ce que j'aurai mon diplôme? C'est ça. Ouais. Ça faudra demander à Olivier d'Artigol et Philippe Bilger. Moi, j'y suis pour rien. Ça va, Olivier? Vous êtes en forme? Ouais, ce serait bien de le montrer parce que c'est fini dans une demi-heure. Non mais là il savoure son triomphe au qui c'est qui l'a dit. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, triomphe, c'est vite dit. Ne perdons pas de temps, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Vous savez, si vous voulez qu'il y ait de l'adhésion à un projet d'entreprise, si vous voulez qu'il y ait de l'adhésion à la valeur travail, il faut que les salariés puissent s'y retrouver. Il y a déjà eu 500 entreprises qui sont passées à 4 jours, 32 heures, sans baisser les salaires. En tant que patron, on doit s'adapter. Quand le Covid est arrivé, on a renvoyé tout le monde chez soi pour travailler de domicile. Il y a 5 ans, vous m'auriez dit, est-ce qu'on peut travailler à domicile? Je vous aurais dit, non, ça me semble bizarre. Ouais. Maintenant, ça semble complètement normal. Les salaires doivent progresser dans notre pays, surtout quand les résultats des entreprises sont au rendez-vous. C'est une question de justice. Et plusieurs secteurs et entreprises annoncent expérimenter la semaine des 4 jours, travailler moins pour travailler mieux, disent certains. D'autres préfèrent faire un petit peu moins d'heures sur une journée. Entre mutations depuis 2020 sur le télétravail qui s'est imposé, même si certaines entreprises cherchent désormais à limiter cette possibilité, puisqu'ils pensent que ça peut nuire à la cohésion en interne. Alors parlons vrai, est-ce que le travail, c'est la santé, mais est-ce que ça peut être aussi le bonheur? Est-ce que la principale valeur que vous attendez de votre travail, c'est la rémunération? Est-ce que depuis 20-30 ans que vous travaillez, venez témoigner au 0826 300 300, les conditions de travail se sont améliorées ou dégradées? Et à cette question, faut-il repenser le travail en France en ce jour de fête du travail? Vous dites oui à 86%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Jean-François Amadieu, est avec nous, sociologue et professeur de l'Université Paris 1. Merci d'être avec nous. Cette journée cette semaine de 4 jours, je vais y arriver. Philippe Bilger, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle en fait? Alors,
une approche conservatrice dont sans doute j'ai abusé dans ma vie, à un moment donné me faisait proférer cette banalité que beaucoup de gens de mon âge ont parfois. Les jeunes n'aiment plus le travail, ne veulent plus travailler, par conséquent, ça n'est plus un sens dans leur vie. Et puis, il est évident que les événements que nous avons subis avec notamment la Covid, et puis je dirais le besoin de réfléchir au-delà du Covid sur notre condition, m'ont permis d'être un peu plus lucide et d'accepter l'idée que des nouvelles générations ont besoin d'un nouveau rapport entre le travail et la vie et le bonheur. Non pas qu'ils récusent le travail, je crois, à part quelques-uns, dont quelques spécimens se trouvent du côté de Sciences Po et de la Sorbonne, mais en réalité, ils veulent vivre autrement le travail dans une forme de sagesse et de philosophie. Et je trouve que c'est bien et j'attends avec impatience l'avis de Jean-François Amadieu s'il est parvenu à garder son sérieux. On fait le tour de table déjà, Olivier d'Artigol. Rappelez-vous, pendant le débat sur la réforme des retraites, on avait beaucoup parlé du travail, de sa nature, de sa soutenabilité, de son sens. Et malheureusement, le soufflet est retombé. Emmanuel Macron avait pris le pays à témoin en disant on va pas lâcher, on va travailler cette question-là. Ça n'est toujours pas le cas. Première chose. Deuxième chose, les personnes qui disent il n'y a pas de problème de salaire sont souvent des personnes qui gagnent bien ou très bien leur vie. Reste qu'aujourd'hui, ce qui a été des années de modération salariale et ce qui est la smicardisation d'une part de plus en plus importante du salariat français, ces trappes à bas salaire par des mécanismes que je développe pas ici qui existent, sont un réel problème. Dernier point, il y a beaucoup de souffrance au travail. Dans le public comme dans le privé, moi je reçois beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux avec un problème qui est pointé en effet sur le management. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on a un gros problème dans notre pays aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent en souffrance au travail parce que... Pourquoi vous me regardez? C'est plutôt moi vous qui êtes totalement épanoui au travail, Cécile. Parce que la manière dont ça se passe dans leur entreprise ou leur administration dysfonctionne et c'est un vrai problème. Bernard Cohen-Haddad. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation au travail? Bien entendu. Depuis la Covid-19, on ne pense plus le travail comme avant. Ça a été bien dit par Philippe, par Olivier. Il y a eu le télétravail. Cécile évoquait la semaine en 4 jours. Ça veut dire qu'on fait... Pas 2, 4 jours. C'est pour ça que je me disais en 4 jours. C'est-à-dire qu'on fait en 4 jours... Ce qu'on fait en 5. Ce qu'on fait en 5, c'est-à-dire 1h50 de plus par jour. Et puis, dans l'année, 47 jours de repos en plus. Et donc, ça crée des avantages et des inconvénients, notamment du stress au travail, un problème de cohésion des équipes. Moi, ce qui me gêne, là, c'est... la distanciation de certains vis-à-vis du travail et du travail en entreprise. Madame Rousseau, le travail est une valeur de droite. Nathalie Arthaud, le travail est une prison. Je ne passe pas du tout dans ce périmètre-là, moi. Le travail peut être un progrès humain, social, à la fois une œuvre individuelle et une œuvre collective. D'émancipation. Professeur, est-ce qu'il faut repenser totalement ou trouver peut-être une façon de gérer le travail à la carte? Oui, mais on a déjà travaillé à la carte. Déjà, on a beaucoup évolué dans les aménagements du temps de travail, les flexibilités. Bien sûr, il y a eu ensuite le télétravail. Et vous avez raison de rappeler que pendant longtemps, les employeurs et les DRH n'en voulaient pas. Et finalement, les salariés, évidemment, ont été très convaincus dès qu'ils ont pu l'expérimenter. Mais je voudrais dire aussi que la semaine de 4 jours, il y a un certain nombre de salariés qui y trouvent leur avantage. C'est vrai que c'est pas possible forcément partout, mais là aussi, ça fait partie des souplesses qu'on a introduites. On n'est plus à l'époque où il y avait un seul régime de travail qui était prévu dans le code du travail. Évidemment, les salariés ont changé. Voilà. Maintenant, vous avez eu raison de rappeler dans votre tour de table que alors c'est intéressant. D'une part, à l'occasion d'un 1er mai, il faut quand même se souvenir que l'histoire du 1er mai, à la fois en France et aussi aux États-Unis, c'est la question de la journée de travail, et des repos aussi. Et donc c'est un point très important que cette durée du travail, l'intensité du travail, et c'est tout à fait naturel que les gens aient cherché
bien sûr à avoir un travail qui à la fois les fasse pas souffrir, soit rémunérateur et occupe moins de temps. Voilà. Donc après que on ait besoin de changer le management et de changer nos organisations du travail, oui. Et ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point la France est dans une situation tout à fait atypique au plan international sur les sujets dont on est en train de parler. Il faut quand même le mesurer. Je ne parle pas que de l'Europe. Par exemple, Gallup, depuis des années, étudie le degré d'engagement dans les pays. Alors Gallup, c'est un institut de sondage américain, je le rappelle, parce que tout le monde ne le sait pas. Voilà. Et donc, ils ont une étude qui est vraiment extraordinaire depuis des années sur l'engagement, c'est-à-dire est-ce que les gens, ils vont au travail ayant envie de bosser, en étant reconnus dans leur travail, etc., etc. La France est à l'avant-dernier rang sur une quarantaine de pays. Il y a que l'Italie qui fait un peu moins bien. On est à 6% de gens engagés, c'est absolument dérisoire. Beaucoup de gens sont désengagés. Alors, si vous voulez, ça c'est une illustration. Ensuite, dans toutes les études de comparaison sur les conditions de travail, vous mentionniez tout à l'heure la souffrance au travail, les conditions de travail en général. Et la reconnaissance au travail, l'indice de qualité du management, par exemple, dans des comparaisons internationales, on est dans une situation catastrophique. Voilà, je veux pas. C'est vrai que ça fait un peu French bashing de dire ça. Et honnêtement, on le sait, on a là besoin de progresser sur ce terrain. Même si les Français, on sait bien, ils sont toujours critiques, mais malgré tout, c'est vrai qu'on a là un vrai problème. Et il se trouve que dans la période, comme les jeunes générations, les plus jeunes et une partie d'entre eux, il faut bien dire une partie, notamment des plus jeunes, génération Z comme on dit, eh bien, sont en train de ont développé des comportements, des attitudes très problématiques dans les écoles. C'est l'indiscipline dans nos universités, bien entendu au travail aussi, on le voit maintenant. C'est compliqué. Voilà. Donc vous avez d'un côté un management effectivement qui doit progresser, et puis des jeunes générations là qui se trouvent du coup pour une part d'entre elles compliquées à gérer. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur le professeur, quels que soient les nouveaux modes de travail et l'organisation des vies professionnelles par rapport aux existences familiales, est-ce que vous croyez qu'on parviendra toujours à réaliser une synthèse peut-être difficile entre le besoin de liberté et en même temps l'exigence d'autorité? Oui, alors vous abordez le sujet qui est important, et c'est pour ça que je parlais des effets de génération. Il y a, tout le monde sait, mais c'est assez étudié, c'est qu'effectivement, en fonction de votre âge et deuxièmement de votre génération, vous n'avez pas le même rapport à l'autorité, ce qui est important à la fois à l'école et dans une entreprise, évidemment, et puis à ce qui va vous contraindre. Il faut ajouter sur la liberté, pour aller dans votre sens, que nous avons un problème très particulièrement en France et dans un certain nombre de pays, c'est le fait que les gens, et les jeunes en particulier, deviennent de plus en plus individualistes, avec une revendication de liberté très importante. Donc pour eux, les contraintes, les règles elles-mêmes en général, deviennent compliquées. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on a un problème nouveau, qui, une fois de plus, c'est parce que ça ne concerne pas toutes les générations en l'occurrence, mais donc d'acceptation d'un certain nombre de ce qui va restreindre votre liberté, sachant que la France est extrême, on le voit une fois de plus, pardon de dire ça, mais dans les comparaisons internationales, les analyses qui sont faites, par exemple sur cette question de la liberté, c'est vraiment la valeur très importante actuellement, plus que jamais dans le cas français, une sorte de liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, parce qu'on est une personne unique. Les jeunes, les générations Z, comme on dit, c'est vraiment à des sommets incroyables. Et un peu comme si, je vais le résumer de cette manière, comme si ce qui était l'apanage traditionnel de la jeunesse ou du jeune adolescent qui respectait pas les règles et qui était machiavélique, ça c'est vrai, mais il changeait après, mais comme si finalement ces valeurs-là diffusaient dans l'ensemble de notre société. Ça, c'est un peu plus ennuyeux. Jean-François Mahieu, est-ce que, avant de donner la parole à Bernard Cohen-Haddad, le temps de travail, ça varie pas selon les cultures? Parce qu'on parle en France de la semaine en 4 jours, des 32 heures, etc. Quand on voit qu'en Corée, chez Samsung, on va faire travailler les cadres 6 jours par semaine au lieu de 5, parce que les résultats sont pas à la hauteur. Est-ce qu'il y a un problème culturel sur l'approche du travail?
Oui, bien sûr. Du temps de travail, pardon. Bien entendu. Depuis tout à l'heure, je fais référence à des différences culturelles nationales. Alors, beaucoup de gens étudient dans tous les sens ces différences. Et c'est vrai que, bien sûr, on a un modèle, je dirais, il est européen. Il n'est pas que français, puisque vous le savez, dans les pays d'Europe du Nord ou dans l'Europe continentale, on trouve le même fonctionnement. Alors après, peut-être qu'il y a d'ailleurs un patron qui est là, mais il faut peut-être nuancer tout ce qu'on va dire en observant qu'en France, certes, on a une durée de travail qui est plus réduite, certes, on aménage sur 4 jours ou 5 jours, une semaine, et on travaille moins. Mais par comparaison, on peut se demander le point important, c'est que si les gens sont au bureau, est-ce qu'ils travaillent? Et si vous avez des gens qui sont productifs quand ils sont au travail, c'est pas forcément gênant. Souvent, beaucoup disent, pardon. Modèle américain, vous avez beaucoup de gens qui sont au travail, mais s'ils se roulent les pouces, ça sert pas à grand chose. Souvent, les salariés disent qu'ils travaillent parfois plus en télétravail qu'au bureau. Alors, je sais pas. Mieux. Oui, mieux et plus. Oui, moi, je pense que j'aimerais avoir aussi l'avis de Jean-François Madieu, qui connaît bien ces questions. On a quand même fait de super progrès depuis, on va dire, une vingtaine d'années en matière de RSE, de ESG et récemment de qualité de vie, de conditions de travail. Les postes de travail, c'est beaucoup moins pénible, y compris dans les métiers de production. Et aujourd'hui, la pénibilité, elle est plutôt dans les métiers de service. Si on a du surtravail lié à la position assise, le fait d'être de la fatigue des yeux dans l'ordinateur, non, mais on travaille plus de la même manière. Maintenant, on n'a plus de bureaux fermés, on a des open space. Mais néanmoins, la condition de vie au travail à travers la RSE, regardez Michelin, qui aménage un certain nombre de tonnes, qui donne des primes. On a fait évoluer le travail. Il y a un problème de sens. Et le problème pour moi aujourd'hui, c'est le zapping des jeunes générations sur la fidélité au travail. Oui, d'Olivier D'Artigol. Rapidement, parce que j'étais très attentif à vos échanges. Il y a quand même de réalité, des métiers qui peuvent être télétravaillés et d'autres non. Bah oui, il y a des métiers d'exécution. Il y a deux France là-dessus. Hein. Non, il y a deux France. Ouais. Boulanger, c'est difficile. Et dans les métiers télétravaillés, j'ai eu des retours d'expérience de Covid où des personnes nous ont dit leurs difficultés sur le droit à la déconnexion, sur le fait que certes, il y avait peut-être une plus grande productivité, mais avec des équilibres familiaux, personnels qui étaient et avec une demande de retourner à l'entreprise et de ne plus télétravailler. Il y a eu beaucoup de complexité et de choses à réfléchir là-dessus. On est passé d'un extrême à l'autre. Voilà, c'est ça. Et ça reste très partagé, j'ai l'impression, des défenseurs du télétravail et d'autres qui ne veulent pas. Jean-François Madieu, vous le sociologue, vous êtes plutôt pro ou plutôt anti-télétravail? Écoutez, avant le Covid, je peux vous dire, on avait pas mal d'études sur le télétravail international, juste avant le Covid. Toutes nous montraient que c'était super. Les gens sont contents, ils bossent plus, ils sont plus tranquilles, c'est parfait. Et bénéfique pour les entreprises. Évidemment, c'est des gens qui télétravaillaient, qui étaient plutôt qualifiés, des cadres, etc. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Après, au moment du Covid, on l'a fait pour tout le monde, mais sous la réserve qui était indiquée d'avoir évidemment chez soi de quoi travailler convenablement et d'être tranquille. Voilà. Il est certain que c'est une très bonne solution. Dans beaucoup de cas, finalement, après, le seul problème à résoudre pour les firmes, c'est qu'il faut quand même convenir de jours où les gens peuvent retourner au bureau, se retrouver. Oui, c'est ça. Pour le lien social. Je vais scientifiquement, qu'est-ce qu'on avait déterminé depuis longtemps, et ça reste vrai aujourd'hui. Si les gens sont chez eux en télétravail 2 à 3 jours par semaine, ça pose strictement aucun problème. Et d'ailleurs, quand vous regardez beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'essentiel des cas, effectivement, c'est ce résultat qu'on atteint. Donc, c'est une proportion, un équilibre à trouver entre le nombre de jours en télétravail et le nombre de jours où il est souhaitable que les gens puissent se retrouver. Puis, il faut ajouter une dernière considération, ça plaît aux gens. Oui. Les gens sont contents. Mais il faut beaucoup d'autodiscipline. On peut dire que ça n'a pas d'importance, mais voyez, après, quand je vous dis, les Français sont pas contents, et vous avez raison de dire, malgré les améliorations de la qualité de vie au travail, etc., les résultats français ne sont pas bons. Voilà. Alors, ça réagit. Après, c'est peut-être les Français qui râlent tout le temps. Oui. Oh, ça c'est étonnant, ça m'étonnerait. Les Français qui râlent. Ça réagit au 08 300 300. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Aurélien. Bonsoir tout le monde. De Bordeaux. Alors qu'est-ce que... Eh ben écoutez, on attend votre réaction sur le travail en ce jour de fête du travail. Ouais. Alors, en ce jour de fête du travail, je travaille déjà. Nous aussi. Nous aussi. Bienvenue au club. Particularité française. Là où je voulais réagir, c'est qu'en fait, on parle du travail, de l'organisation du travail, qu'on cherche un confort au travail. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'aujourd'hui, là où le bas blesse aussi, c'est au niveau salaire, vous l'avez évoqué.
Moi, par exemple, je me retrouve dans une position où je suis chef d'entreprise, j'ai ma petite entreprise tranquillement, et en fait, je ne trouve pas de logement. Donc en fait, les salaires sont plus en adéquation avec le coût de la vie en fait. Donc comment voulez-vous intéresser quelqu'un? Comment voulez-vous dire à quelqu'un vous allez travailler pour tant, mais tu ne pourras pas avoir accès à telle chose ou telle chose ou telle chose dans la société. Acheter, louer un bien ou des choses comme ça, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, travailler, moi, il n'y a pas de problème. Au contraire, je veux participer à la société. Je veux que ce système de cotisation, ce système de solidarité reste en place et soit bien là. Mais si à un moment donné, on n'a accès à rien et que finalement notre salaire part pour les 2/3, les 3/4, sur les impôts, sur tout ce qu'on a comme taxe. Pour survivre, hein, c'est pas pour vivre, c'est pour survivre. Dans vraie remarque, Jean-François. Oui, allez, Aurélien. Je pense qu'à un moment donné, au lieu de cloisonner le débat sur juste la valeur travail, je pense qu'il faut élargir le débat sur le fait que qu'est-ce qui nous apporte le travail? Du confort, un objectif dans la vie, mais aussi nous permet d'évoluer dans la société. Et si ce travail ne nous permet plus d'évoluer dans la société, ne nous permet plus d'avancer, la valeur travail s'écroule. C'est vrai. C'est vrai, c'est un vrai sujet. Merci en tout cas votre témoignage, Aurélien. Et puis n'oublions pas aussi qu'il y a une partie des Français qui vit de son travail, mais qui aime son travail, donc qui est certainement beaucoup plus enclin à faire des heures supplémentaires. Il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'aimer leur travail. Et voilà, c'est pas toujours pour certains, évident. Le travail est une souffrance. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jean-François Amadieu, sociologue et professeur à l'université Paris 1. Merci de nous avoir éclairé avec autant de talent sur ce sujet, comme vous, Philippe Bilger. Merci beaucoup. Merci. Merci à Bernard Cohen-Haddad, cette première et talentueuse. Réussie. Trop gentil. Voilà, en tout cas, on était ravis de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Olivier D'Artigol. À mercredi prochain pour le quiz actu. Je serai là. Je serai là. Ah, bizarre. Il y a que ça. Qui m'intéresse dans l'émission. Dans un instant, on vous parlera de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va nous remplacer ou pas? Ah, ça, je ne sais pas. On en parle dans un instant. À tout de suite.